Retrouvez toute l'énergie des grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits pâte dentifrice SDF, lait Incolac, Nutrissime, Jus Sagico. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It. Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Abdourahmane Diallo, Ibrahima Bantokouba, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité à travers cette émission synchronisée du côté de la Haute-Guinée sur Milo FM 99.5. Du côté de Kindia, 2 radios synchronisent cette émission, Sabou FM 96.6, mais aussi Kania Zik aussi qui synchronise cette émission. Beaucoup de sites internet aussi relayent. Si vous êtes du côté des États-Unis, vous nous écoutez sur Radio Indiana tous les jours à partir de 13h et rediffusé à partir de 19h. Gangan TV, la télé qui nous accompagne à travers cette émission tous les soirs. Sweet FM diffuse cette émission à partir de 18h. On ministre les GG, on s'intéresse à ceci. Une enquête américaine cite les anciens ministres des Mines, Mahmoud Thiam, et des Finances, Ibrahima Kassori Fofana, d'être impliqués dans un plan visant à obtenir frauduleusement des concessions minières en Guinée. La société incriminée est BRGR qui aurait payé Mamadi Touré, une des épouses du général Lansana Conté, 5 millions de dollars. C'est énorme le chiffre pour obtenir le bloc 1 et 2 de Simandou. Comment réagit Mahmoud Thiam face à ces accusations? Nous allons l'avoir en direct chez les GG. Il va intervenir donc du côté des États-Unis, donc il est à New York. Le directeur adjoint pour l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne à la direction internationale du groupe industriel Alstom est en Guinée. Pascal Dro a rencontré les autorités guinéennes hier à Conakry. La visite de l'ancien directeur des relations internationales et des affaires européennes de l'UMP s'inscrit dans quel cadre? La question est simple, vous le voyez ici à l'écran. Monsieur Pascal Dro, directeur adjoint d'Alstom, il est dans notre studio, invité exceptionnel dans cette émission Les GG. On va s'intéresser aussi à ceci. Un certain nombre de commissaires de la CENI remet en cause la neutralité et l'impartialité de leur institution dans la conduite du processus électoral. Ils estiment qu'il y a une forme d'exclusion d'une frange de la classe politique. Que font-ils pour rendre le processus plus inclusif? C'est la question posée sur les GG. Etienne Soropogui, commissaire à la CENI, il est dans ce studio. Nous allons l'interroger dans un instant. On va s'intéresser un peu plus tard aussi. Ce sont 12 heures de livre qui démarrent ce matin à Conakry. Cette année, la rencontre se tient sous le thème « Les mots au service de la paix ». L'événement mobilise de grands noms de littérature africaine dans un contexte sociopolitique difficile. Que peuvent apporter les mots dans la construction d'un climat social apaisé? Abdourahmane Diallo pose cette question ce matin. Nous allons essayer de joindre Sansi Kabadiakité, directeur de l'Armatan Guinée. Et bien voilà, au bout de fil, donc nous allons essayer de l'avoir dans cette émission encore une fois. Merci de nous rejoindre à travers les GG. Abakar Diallo, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Abdourahmane Diallo. Bonjour Lamine. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Bonjour Etienne Soropogui, qui est notre invité exceptionnel. Etienne, tu vas faire un peu d'effort. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonjour Etienne. Bonjour Lamine. Comment ça va ce matin? Bien, Voilà, ça. alors Etienne, on s'intéresse à vous dans ce studio en ce qui concerne la CENI, pas plus tard qu'hier. On en parlait avec le directeur de la communication en ce qui concerne ce qui se passe au sein de cette institution. Abdourahmane Diallo. Alors Etienne Soropogui, vous nous mettez en cause le fait que une partie de la classe politique ne puisse pas participer, risque de ne pas participer aux élections législatives. Vous avez une déclaration, je pense qu'on va commencer par la lecture de cette déclaration que un certain nombre de commissaires à la CENI ont rédigé. Voilà. Ok. Déclaration d'un certain nombre de commissaires et membres du bureau de la CENI. C'est avec surprise et une vive préoccupation que nous avons écouté la diffusion sur les ondes de la RTG du décret de Monsieur le Président de la République portant convocation du corps électoral pour les élections législatives au 30 juin 2013. Cette date, soutenue par le président de la CENI et son groupe,
n'a jamais été la résultante d'un chronogramme élaboré et proposé par l'ensemble des commissaires de la CENI, ni d'une quelconque décision issue d'une session plénière régulière de notre institution. Cette autre dérive que nous constatons dans la gouvernance de la CENI vient s'ajouter à plusieurs autres manquements qui font que l'organisation par la CENI d'élections législatives inclusives, crédibles, transparentes et équitables, dont les résultats seront acceptés par tous les acteurs, semble aujourd'hui plus qu'improbable à cause des prises de position, des décisions unilatérales par le seul président de la CENI et son petit groupe qui sont coutumiers des faits. Ainsi, ils ont successivement décidé que le chronogramme du 12 mai 2013 soit nuitamment publié sans consensus des membres de la CENI. Que Sabari Technologies et WEMAC soient choisis comme opérateurs techniques sans l'avis de tous les commissaires. Que le transfert des données biométriques des serveurs de la SAGEM vers les serveurs de WEMAC soit fait à l'insu des commissaires, des partenaires techniques et des partis politiques. Que le préaffichage soit fait en dehors du consensus au sein de la CENI et a été lancé quand les commissaires étaient en mission. Que les réunions du bureau de la CENI soient bloquées depuis 2 mois. Que le chronogramme qui a permis au président de la République de convoquer les élections le 30 juin 2013 ne soit adopté en séance plénière. La reprise des opérations de révision des listes électorales pour le mardi 15 avril 2013 est une décision unilatérale du président de la CENI, de son petit groupe et de leurs commanditaires. D'autre part, la tenue des réunions du bureau et des plénières ne sont conformes ni dans la forme ni dans le fond aux prescriptions du règlement intérieur entérinées par la Cour suprême. D'ailleurs, depuis bientôt 2 mois, aucune réunion du bureau n'a été convoquée par le président et les quelques rares plénières tenues sont convoquées sans ordre du jour et à quelques minutes seulement avant l'ouverture de la session. Alors que les réunions officieuses limitées à un groupe restreint de commissaires sont organisées à longueur de journée. Le dévouement de la CENI, de sa vocation réelle, est devenu un fait avéré, entretenu par ses commissaires et leurs commanditaires. L'expertise requise pour accompagner la CENI s'engage résolument à aider obstinément un certain nombre de commissaires à freiner l'évolution positive des actions de l'institution. Ainsi, l'arrêt de la révision des listes électorales le 14 mars 2013 semblait contribuer à l'apaisement nécessaire pour promouvoir le dialogue indispensable entre les différents acteurs politiques et aboutir ainsi à un consensus susceptible de mener à bien une concertation mutuellement bénéfique à toutes les parties en cause. Malheureusement, tout ce que nous venons de citer plus haut concernant les dysfonctionnements à la CENI indique qu'elle s'achemine inexorablement vers la mise en œuvre d'un processus non inclusif et non équitable, pouvant nuire dangereusement à la paix et à la quiétude de la nation. Alors qu'en tant qu'organe de gestion des élections et en tant que commissaire, nous avons prêté serment de nous assurer en tout temps et en tout lieu que tous les compétiteurs du jeu électoral sont traités de manière équitable et dans le cadre d'une démarche concertée. Face à cette situation incompréhensible d'exclusion d'une des parties prenantes du processus électoral, nous en appelons au sens du devoir et du respect du serment prêté par l'ensemble des commissaires afin de conduire l'institution à jouer son véritable rôle d'arbitre neutre et impartial, capable de drainer l'ensemble des parties prenantes concernées par son travail. Au cas où cet appel resterait sans suite, nous serons en droit d'envisager de suspendre notre participation à toutes les activités de la CENI jusqu'au rétablissement de l'équilibre et le respect strict de la loi au sein de l'institution. Je vous remercie. Alors tiens, sur le point, c'est pas la première fois que des commissaires de la CENI
émettent une déclaration, publient une déclaration par rapport au fonctionnement de la CENI. Aujourd'hui, vous décidez certainement, si certaines mesures ne sont pas prises, de suspendre votre participation. Est-ce que ce sont les commissaires envoyés par l'opposition qui ont rédigé cette déclaration, ou est-ce que cette déclaration va au-delà de la représentation partisane au sein de la CENI? Mais je peux vous rassurer, Abdourahmane, que le fonctionnement aujourd'hui, le management au niveau de la CENI est quelque chose de décrié par l'ensemble des commissaires. Aujourd'hui, la plupart des commissaires, même ceux qui ont été amenés par la mouvance, aujourd'hui ne sont pas en phase avec la façon dont l'institution est gérée au niveau de son sommet. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plusieurs à partager cette déclaration. L'objectif étant que nous puissions amener notre institution à jouer son véritable rôle. Nous avons été à la CENI pour faire en sorte que la Guinée puisse sortir de cette situation qui dure. On ne parle pas souvent. On ne parle pas souvent parce que notre rôle à l'intérieur était de faire en sorte que nous puissions corriger en interne les dysfonctionnements, mais nous nous rendons compte au jour le jour que malheureusement nos interventions au niveau interne ne produisent aucun effet. Alors il est important pour nous de temps en temps de sortir pour interpeller le peuple. Alors Étienne, on sait très bien dans ce communiqué, vous mentionnez le président de la CENI et son groupe. Donc rassurons-nous aujourd'hui que la CENI est divisée comme autant de nous c'est les camarades, parce qu'on l'a suivi. Ils sont les mêmes sorties. Malheureusement. C'est un peu paradoxal, Étienne Soropogui, parce que tout de même, la vice-présidence de cette institution est assurée par une femme qui vient de l'opposition. Le secrétariat général, je pense, de la plénière, c'est également un gars de l'opposition. On a demandé à ce qu'il y ait une CENI qui soit un peu représentative des différents courants politiques en Guinée. Même si vous allez dire qu'il y a un qui roulerait pour l'autre camp, mais à l'interne, vous n'avez aucun moyen, aucun mécanisme d'action pour pouvoir faire passer vos points de vue, vos opinions. C'est quand même grave. Vous savez, il est prévu dans le cadre de son fonctionnement, il est prévu à l'intérieur de la CENI, que, vous savez, en tant que commissaire, du président au dernier commissaire, nous sommes avec d'égale dignité. Ce qui nous régit, ce sont les textes qui sont produits à l'intérieur, notamment le règlement intérieur. Est-ce que vous pouvez admettre que depuis 2 mois, le président n'a pas été capable d'organiser des réunions au niveau de son bureau? Les décisions sont prises en catimini. Cela n'est pas normal. Alors, cette déclaration, qui sont les signataires, Étienne Soropogui? C'est un certain nombre de commissaires. Oui, mais vous êtes combien? Vous êtes combien à avoir posé vos signatures au bas de cette déclaration? Alors, ça peut aller plusieurs personnes. Cette question, M. Soropogui, c'est bien de relever les dysfonctionnements de la CENI, mais que répondez-vous à ceux qui vous accusent, vous, commissaires issus des rangs de l'opposition, de jouer le jeu des partis politiques dans les rangs desquels vous êtes issus, et que vous n'arrivez pas du tout à couper le cordon ombilical avec ces formations politiques? Écoutez, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent, mais ceux sur lesquels je voudrais revenir. Vous savez, nous sommes un organe de gestion des élections en République de Guinée. Je l'ai dit dans la déclaration, nous devons nous assurer que tous les compétiteurs du jeu électoral sont logés à la même enseigne. Il n'est pas responsable pour nous, je l'ai rappelé à l'occasion des plénières, de continuer à avancer la tête baissée si nous remarquons, nous constatons que l'une des parties prenantes importantes concernées par le travail que nous menons ne semble pas nous faire confiance. Nous devons pouvoir nous arrêter et aller expliquer à cette partie prenante, même si elle est difficile, comment est-ce qu'il peut être possible que nous puissions les ramener dans le processus pour qu'ils continuent avec nous. Mais le fait de continuer d'avancer n'est pas responsable. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser. Vous savez, nous jouons le rôle d'un arbitre. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'un arbitre qui arbitre un match de football entre 2 équipes peut être capable d'engager le match quand l'une des parties n'est pas là. Cela n'est pas responsable. Et je crois que cela, les expressions pour nous ont un contenu. Nous voulons organiser des élections inclusives et transparentes et crédibles. Si nous continuons comme ça, malheureusement, elles ne sont pas inclusives, elles ne sont pas... Voilà, Étienne Soropogui, il faut le rappeler, un commissaire à la CENI. Malheureusement, nous sommes pris par le temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette émission ce matin. Merci beaucoup, Étienne, d'être passé dans cette émission. Merci, Lamine. Merci beaucoup, au revoir. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Guirassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans un instant, mesdames et messieurs, on va s'intéresser au directeur adjoint pour l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne, à la direction internationale du groupe industriel Alstom, et voilà, qui est en Guinée. C'est bien sûr Pascal Drouot qui a rencontré les autorités guinéennes hier à Conakry. La visite de l'ancien directeur des relations internationales et des affaires européennes de l'UMP s'inscrit dans quel cadre? C'est la question que les GG posent ce matin. Il est notre invité exceptionnel. Mais bien avant, nous allons nous intéresser, oui, à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre à Conakry. Mahmoud Thiam nous attend du côté des États-Unis. Une enquête américaine cite les anciens ministres des Mines, Mahmoud Thiam, et des Finances, Ibrahima Kouarsori Fofana, d'être impliqués dans un plan visant à obtenir frauduleusement des concessions minières en Guinée. La société incriminée est BSGR, qui aurait payé Mamadi Touré. Mamadi Touré, c'est pas un homme, c'est l'épouse du général Lansana Conté. Eh bien, tenez bien, le chiffre 5 millions de dollars pour obtenir les blocs 1 et 2 de Simandou. Comment réagit Mahmoud Thiam face à ces accusations? C'est la question que les juges posent ce matin. Dans un instant, nous allons le joindre dans cette émission et nous allons terminer un peu plus tard là-dessus avec les 72 heures du livre, d'où nous allons nous intéresser d'ailleurs à Sansi Kabadiakité, qui se trouve du côté de la ville en ce moment, parce que les 72 heures du livre, donc ça a démarré ce matin même à Conakry, Ahmed Kamara. Nous allons nous intéresser à M. Mahmoud Thiam dans un instant. Effectivement, Mahmoud Thiam, il faut le signaler, donc on a vu un peu dans la presse, un peu sur internet, que son nom est cité, lui et Kassori, c'est-à-dire deux anciens ministres, et également du régime Conté, pour avoir donc participé à cette malversation. Mais ce qui reste clair, c'est que nous avons reçu donc copie de la plainte portée contre monsieur Frédéric Silins, qui a été donc arrêté du côté des États-Unis. En aucun cas il n'est mentionné donc le nom de monsieur Kassori, ni encore le nom de monsieur Mahmoud Thiam. Donc pour eux c'est carrément une mise en scène visant à ternir. Et Mahmoud Thiam qui a pointé du doigt un petit peu la présidence de la République, voilà, soudoyer un petit peu les sites internet pour essayer voilà, de les couler. Mais c'est clair quand même que les sites internet sont allés un peu vite. On a vu un peu les sites internet citer que Mahmoud Thiam ou encore Kassori Fofana, que ces deux noms avaient été cités dans le cadre d'une enquête organisée par le FBI. Je pense que les sites internet sont allés un peu vite. Ils ont tout simplement recoupé une certaine information tout en disant que ces ministres-là étaient aux actions en ce moment et que sûrement ils auraient pu je pense que la question aussi est de savoir, toucher des pots de vin. Mais pour l'instant, ce qui reste clair, c'est que il y a une convocation qui a été émise et monsieur Silins a été arrêté dans le cadre donc d'une enquête qui est opérée par le FBI aux États-Unis. Et dans ce document, c'est ce que je vous dis pour l'instant, en aucun cas il est mentionné donc le nom de monsieur Kassori Fofana, ni encore le nom donc pour l'instant, je pense que il faut respecter la dignité des autres. Il y a beaucoup de ramifications dans cette histoire de BSGR, parce que tout simplement il faut quand même se rappeler que à l'époque il y a certains qui étaient aux affaires et d'autres qui n'y étaient plus, mais qui avaient des relations souterraines qui pouvaient dans leur bureau jouer beaucoup de rôles. Si des noms sont cités dans une telle histoire, il est important pour les personnes qui sont citées, la presse est là aussi, qu'on vous cite et que vous défendiez derrière et que vous dites tiens, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Le monsieur quand on dit que leur nom est cité dans le cadre d'une enquête, ils sont pas je pense que c'est des anciens dignitaires du régime Conté. Voilà. Et aux États-Unis, s'ils sont responsables, même s'ils sont au pays de l'oncle Sam, on va pas du tout avoir de complaisance à les menotter et à les mener au tribunal, parce que tout simplement il y a la justice qui marche là-bas également. Je pense que Kassori Fofana, et c'est vrai il est leader politique, mais encore une fois la politique, créer un parti politique, c'est pas une bulle protectrice contre toute action judiciaire. Si les gens le font ici pour pouvoir échapper à beaucoup de choses, je pense que c'est un vain traquenard. Kassori Fofana doit se défendre. Mahmoud Thiam également doit dire qu'est-ce qu'il sait de cette histoire. Voilà. Je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Certainement d'autres noms
qui ne sont pas encore révélées, mais je pense que c'est une affaire, une grosse magouille qui concerne le secteur des mines à une période où la gouvernance dans le secteur était des plus désastreuses, et ce qui est mis en cause, c'est vraiment cette gouvernance, mais aussi toute cette clique d'anciens, de cadres véreux et d'anciens et de dignitaires du régime Conté. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trempé dans cette grosse magouille, et si le nom de Mamoudou Thiam, qui a été quand même ancien ministre des Mines, et de celui de Kassori Fofana ont été cités, je pense qu'ils n'ont qu'à sortir de leurs réserves et de se justifier. Mais je pense que moi je comprendrais pas que le pouvoir en place, tout du moins la présidence de la République, puisse balancer les noms de ces personnalités en l'air de cette façon dans une affaire aussi inquiétante et qui a des ramifications. Allez, nous avons en direct Monsieur Mahmoud Thiam dans cette émission La GG. Les grandes gueules. Monsieur Thiam, bonjour. Bonjour. Monsieur Thiam, bienvenue dans les grandes gueules. Nous parlons de cette affaire BSGR qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en Guinée. Votre nom et celui de l'ancien ministre des Finances, Kassori Fofana, ont été cités dans cette affaire. Dites-nous, quelle est votre part de vérité par rapport à ces accusations qui sont portées contre vous? Écoutez, je ne sais même pas vraiment ce qu'on me reproche et par quelle gymnastique intellectuelle on a cité mon nom. Ce que je comprends de cette affaire, c'est que un individu, un monsieur français du nom de Sellers, je crois, aurait été arrêté aux États-Unis pour obstruction ou tentative d'obstruction à une enquête. Oui. Je comprends que l'enquête cherche à démontrer s'il y a eu corruption dans la manière dont BSGR a acquis son permis d'exploration entre 2006 et 2008. Donc ce serait en 2006 sur Zobota et ensuite en 2008 sur les blocs 1 et 2 de Simandou. Bon. C'est-à-dire, il faudrait vraiment prendre le coup aux règles naturelles pour me placer et dans l'espace et dans le temps sur ce dossier. En 2006, j'étais à 3 ans d'arriver en Guinée et en début 2008, quand le permis a été, quand la rétrocession a été faite par le gouvernement de M. Kouyaté, j'étais à au moins encore 1 an d'arriver en Guinée. Je ne savais même pas que j'arriverais en Guinée un jour. Donc, il y a une enquête sur cette affaire qui couvre cette période. Et on accuse ce monsieur d'avoir essayé d'acquérir et de détruire des contrats qui pourraient prouver ou affirmer qu'il y a eu corruption. Donc, il n'a même pas établi qu'il y a eu corruption. Il s'enquête pour savoir s'il y a eu corruption. Et ce monsieur viole la loi américaine, apparemment, en essayant d'obtenir ces documents et de les détruire, d'après ce que j'ai lu. Bon. Je ne sais pas si vous avez eu la copie de la plainte officielle. C'est un document très détaillé, effectivement. de 17 pages qui détaille tout. Je défie quiconque de sortir mon nom et même le nom de M. Fofana de ces 17 pages. Je ne sais pas, contrairement à ce qui se passe chez nous, aux États-Unis, la justice est assez méthodique et respecte certaines règles, et surtout des règles de défense. Ils ne vont pas impliquer le nom de quelqu'un qui, d'après leur enquête et d'après les faits, n'a rien à voir dans le dossier. Maintenant, moi, je suis arrivé aux affaires en 2009. J'ai récupéré un dossier que 2 ou 3 gouvernements, au moins précédents, avaient traité, avaient donné tous les accords, avaient accordé les permis. Et j'ai repris ce dossier à ce moment-là et je l'ai traité en fonction des informations que j'avais à ce moment-là et du comportement des compagnies à ce moment-là. Maintenant, si on doit m'appeler comme témoin, je serais vraiment heureux de témoigner sur la période qui me concerne. Mais alors justement en 2009, Monsieur Thiam, justement en 2009 et en 2010, vous étiez ministre des Mines et BSGR tentait de renégocier son contrat sur les blocs 1 et 2 du Simandou. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là? Est-ce que à cette période-là, il y a eu un quelconque paiement de pots de vin? Écoutez, à ce que je sache, non. Et la logique aussi indique que non. Je vais vous dire pourquoi ça n'aurait même pas eu de sens logiquement.
pour que ça se fasse. En 2009, quand nous sommes arrivés, on a été contacté par Rio qui demandait à ce qu'on annule la rétrocession de début 2008 et qu'on leur restitue les blocs 1 et 2. Alors, on leur a dit qu'on allait enquêter, on allait faire une enquête interne et écouter toutes les parties et déterminer deux choses. Un, est-ce que la rétrocession a été faite en accord avec la loi et le code minier, ce qui a été déterminé très vite dans le sens positif. La rétrocession était légale, elle était obligatoire en 2002. Rio y a échappé entre 2002 et 2008. Et en 2008, le gouvernement Kouyaté a finalement imposé cette rétrocession. Et encore, nous-mêmes, le gouvernement Kouyaté ne l'aurait peut-être pas fait si Rio n'avait pas commis quelques impairs cette année-là qui lui ont suturé le support du gouvernement et du président Conté en particulier et ont permis comment on appelle ça, à la loi d'être appliquée 6 ans en retard. Bien. Donc la rétrocession était légale. Réponse à la première question. Ok. Alors, monsieur... Répondre à la seconde question, allez-y. est-ce que... Pardon, oui, je vous écoute, allez-y. 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 Seconde réponse, en fait. Seconde question. Adam, on a posé 2 questions, je pense. Est-ce qu'il y a eu paiement de pots de vin au moment où BSGR cherchait à renégocier son contrat sur les blocs 1 et 2 de Simandou, au moment où vous étiez ministre des Mines? Écoutez, quand j'étais ministre des Mines, BSGR était détentrice du permis d'exploration. Donc, BSGR n'avait qu'une chose à faire, 2 choses. BSGR devait, puisque son permis avait été reconnu légal, BSGR devait s'acquitter de ses tâches en tant que détenteur de permis comme toute société minière. Donc BSGR devait faire le travail d'exploration sur le terrain et soumettre ses rapports au département technique concerné au sein du ministère. Donc, tout ce que BSGR avait à faire pour rester sur cette montagne, c'est s'acquitter de ces tâches-là, et le ministère devait s'assurer qu'elle s'était acquittée de ces tâches, ce qu'elle a fait. Oui. Ensuite, pour obtenir le droit de négocier sa concession et d'avoir sa concession, tout ce que BSGR avait à faire, c'est s'acquitter de ses obligations selon le code. Tant qu'elle le faisait, son dossier avançait. Donc, BSGR n'avait même aucune raison logique de donner des pots de vin à quelqu'un. Tout ce qu'il devait faire, c'est faire le travail et ils l'ont fait. Bien. Monsieur Kam, dites-nous quelles sont vos relations avec Madame Touré et à votre avis, pourquoi elle est derrière cette enquête américaine à trouver s'il y a eu des pots de vin qui ont été versés? Écoutez, si vous me montrez une photo de Madame Touré aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire si c'est elle ou non, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Évidemment, comme tous les Guinéens, je la connais maintenant de nom. Et je la connais, certains disent que c'est la 4e ou la 5e épouse du chef président Conté. Certains disent que c'était sa protégée, mais qu'il n'avait aucun lien matrimonial ou familial. Je pense que il faudra déterminer la réalité sur ce point. Ça va être instrumental parce que, déjà pour répondre à votre question, je n'ai aucun lien avec elle, je ne la connais pas. D'accord, monsieur. Je ne l'ai jamais croisée. Je ne sais pas si elle était en Guinée les 2 ans où moi j'y étais. D'accord. Ça fait ça. Monsieur Thiam. Écoutez, elle est impliquée dans un dossier où on dit qu'elle aurait reçu des pots de vin. Maintenant, la justice est en train de faire son travail pour le déterminer. Mais ça, c'est un dossier bien spécifique, avec des limites claires dans le temps et dans les faits. Maintenant, essayer d'y coller mon nom, c'est vraiment une gymnastique intellectuelle. Alors, il faut être assez agile. Monsieur Thiam, je vais en placer 2 en même temps. Des observateurs disent qu'aucun contrat minier n'a été aussi vite signé en Guinée. Rien n'est comparable au cas de cette société BSGR parce que tout simplement tout est allé vite comme sur des roulettes parce qu'il s'agissait de grosses mannes financières. Est-ce que cette information, vous l'avez sur quelques conditions de permis qui ont été donnés à la société? Également, de l'autre côté, vous avez dénoncé des lettres rédigées par Sékou Touré et postées sur des sites. Vous pensez à une chasse aux sorcières? Non, mais évidemment, écoutez, un site internet guinéen basé à l'étranger, je soupçonne,
a rédigé 2 articles dans lesquels ils disent que cette interpellation est la réponse la plus cinglante d'Alpha Condé à la lettre ouverte du ministre Thiam, etc. Et impliquant mon nom, disant que je suis impliqué. Certains ont été juste à dire que j'avais coupé mes téléphones et que la justice n'arrivait pas à me joindre. Bon. Quelqu'un proche de moi a appelé le patron du site pour lui demander d'où il sortait ses âneries, et il lui a dit que des articles lui ont été envoyés pré-rédigés par ses couturières. Donc il n'y a pas de doute sur la motivation. Je crois que ces couturières, dans un désir, et c'est une entreprise très dédiée qui ne date pas d'hier, de me salir, parce qu'elle a des objectifs bien précis sur ce site minier, essaye de coller mon nom, parce qu'après 1 an ou 2 d'enquête acharnée d'actions illégales et de manœuvres visant à me salir, n'a rien trouvé parce qu'il n'est absolument rien à trouver, maintenant essaye d'utiliser les anciennes méthodes communistes de l'ère Sékou Touré pour me raccoler à quelque chose avec quoi non seulement je n'ai rien à faire et qui reste encore à démontrer. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Bon, les motivations maintenant, parce que moi aussi je ne suis pas, contrairement à ce qu'Alpha Condé a dit à certains quand il a commencé sa démarche, je ne suis pas une victime facile, je sais de défense. Qu'est-ce qu'il a dit à certaines personnes, M. Thiam? Pardon? Je dis, qu'est-ce qu'il a dit à certaines personnes, le président Alpha Condé? Écoutez, il a dit à certaines personnes que, d'abord, arriver à leur but, qui est de confisquer les avoirs miniers, les actifs miniers les plus valorisés en Guinée, pour les donner à leurs amis et partenaires financiers, il fallait d'abord détruire ma réputation et montrer que tout ce que j'ai fait était mauvais, et que pour ça, j'étais la victime facile. Alors, malheureusement, il se rend compte que non seulement le faire n'est pas facile, mais que je ne suis pas une victime. Je n'ai ni l'âme, ni la personnalité, ni la disposition d'une victime. Je défendrai mon nom à ma réputation avec toutes mes forces, et je n'hésiterai pas à les exposer dans le processus. Maintenant, on n'a qu'à continuer sur cette lancée, on verra qui a vraiment des éléments sur l'autre. Voilà. Monsieur Mahmoud Thiam, en direct chez les GG. En tout cas, Monsieur Thiam, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'il s'est fait tôt, chez vous, du côté de New York. Merci beaucoup, Monsieur Thiam. On va revenir forcément sur cette actualité. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, Abakar Diallo, Ahmed Kamara, on a écouté Monsieur Mahmoud Thiam. Effectivement, on a écouté Mahmoud Thiam, il a tout à fait raison, comme il a dit, c'est une question de dignité, parce que le fait que son nom soit cité quand même dans cette affaire, et selon lui, il a rien reçu dans cette affaire. Ce qui reste clair, c'est que tout est... Ce qui est palpable, c'est la copie de la plainte qu'il a envoyée ce matin, Ahmed Kamara. Vous avez cette copie-là. Effectivement, comme je le disais, dans cette copie, donc nous avons essayé de parcourir la copie. En aucun cas, on ne parle non seulement de Monsieur Thiam, mais également de Monsieur Kassori Fofana. Ce qui reste clair, c'est que tout est possible. Il y a des personnes quand même qui peuvent passer derrière, faire des articles et publier sur un certain nombre de sites internet. Mais je pense qu'il y a un bon interlocuteur dans le gouvernement actuel. C'est l'actuel ministre des Mines, Monsieur Fofana. Monsieur Fofana a été conseiller de pratiquement une grande partie des ministres des Mines qui ont passé dans ce pays. Et je pense qu'il doit être au courant de quelque chose. Je pense qu'il a son mot à dire également. Il doit dire ce qui s'est réellement passé en ce moment, même s'ils n'ont pas reçu des fonds. Mais est-ce qu'en ce moment, ils ont soupçonné que certains cadres ont eu des pots de vin dans le cadre de l'implantation de la société BSGR en Guinée? Je pense que cela est important aujourd'hui. Il a son mot à dire. Il doit maintenant sortir de son mutisme et dire réellement ce qui s'est passé en ce moment. C'est très important. Alors, je voulais juste apporter une petite précision. Il faut rappeler que le site de Guinée7.com, le fondateur du site est membre de la DCI, c'est-à-dire la Direction de la Communication et de l'Information de la Présidence de la République, M. Ibrahim Assouri Traoré. Donc, c'est pas pour faire un lien, mais si M. Thiam dit que pour lui les articles étaient préécrits et envoyés depuis la présidence de la République, sauf que Mahmoud Thiam n'a pas précisé, n'a pas donné l'identité du site internet. Ce qu'il faut également dénoncer un peu, c'est la façon manu militari par laquelle on a conduit le vice-président de cette société à Sékou Touré, directement à Sékou Touré. Certains disent que les mines, la question minière en Guinée est le fait du prince de Sékou Touré. On est en train de donner raison à ce qu'ils disent, parce que s'il faut directement amener quelqu'un
sur lequel pèsent des soupçons au niveau de la présidente de la République pour qu'il soit entendu avant d'être amené du côté de la gendarmerie ou de la police, je pense que là, ça laisse vraiment à désirer et on dirait qu'il y a autre chose au-dessus de la justice dans ce pays. Voilà, bien je pense qu'il faut pas voir en cela quelque chose d'extraordinaire. Moi, je pense plutôt que les deux responsables de BSGR qui ont été interpellés, je pense que c'est dans le cadre. Essaie de t'expliquer un peu. Je pense que c'est ton point de vue. Comment est-ce qu'on peut sortir extirper? Non, je suis pas d'accord. Comment est-ce qu'on peut extirper? Comment on peut extirper une personne de son domicile? C'est vous qui le dites, c'est vous qui le dites, Moussa. Je ne le dis pas parce qu'il y a des faits, c'est palpable. Est-ce que vous y avez assisté? Vous avez assisté à la scène, Moussa? Je pense que vous n'étiez pas là, Moussa. Il faut faire attention avec les. Moussa, il faut faire attention avec les maires. Allez-y, oui. Le monsieur, son arrestation, Moussa n'y a pas assisté. Il apprend qu'il a été conduit à la présidence. Je pense que c'est pas grave. Il y a les services spéciaux au niveau de la présidence. Le monsieur peut être auditionné par les services spéciaux de la présidence. Non, je suis désolé, c'est pas possible. Il n'y a rien à dire dans cette manière. Monsieur Ibrahima Touré et Issa Bangoura, ce sont deux responsables qui sont considérés comme des témoins qui doivent être entendus dans cette opération, dans cette enquête pénale concernant cette grosse magouille. Je pense qu'Abouaka prouve qu'il est pascalien. La présidence n'est pas un palais de justice, ce n'est pas un commissariat. Mais il y a les renseignements généraux à la présidence. Les renseignements généraux, ça veut dire quoi? Les renseignements généraux, ils peuvent descendre dans la rue et il y a les renseignements généraux. Ça veut dire que les renseignements généraux, ça veut dire qu'il y a un groupe d'assaillants qui va. Comme Moussa dit qu'il a été extirpé, je pense que il faut faire attention avec les mots. Sa femme est là. Non, écoutez, nous sommes rentrés en contact avec des personnes. Vous pensez qu'on s'assoit certainement dans un bureau faire de la bureaucratie? Non, arrête. Non, mais je sais ce que je dis et je dis que dans ce pays, il n'est pas normal qu'on prenne un citoyen de chez lui et qu'il soit. Je suis d'accord avec le mot prendre. Non, extirper, je le maintiens. Voilà. Les grandes gueules sur Radio Espace. Chez moi, on a l'habitude de le dire, quand on le remue, ça pue. Les grandes gueules sont authentiques, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, ici, pas de politiquement correct. Monsieur CC, merci beaucoup. Je le dis ici publiquement aux yeux du peuple de l'abbé que s'il y a un risque, qu'il me pende publiquement. S'il y a un risque, on va le pendre. Retrouvez tous les jours les grandes gueules sur Radio Espace de 9h à 10h. Et sur Sweet FM tous les soirs à 18h. Les grandes gueules sur Adafo Média ou la voix de la Guinée d'en bas. Bah parce que la liberté de parole, les habitués y tiennent. Elle est rare à la radio. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Ça chauffe chez les GG ce matin, mesdames et messieurs. Oui, le temps pour nous de recevoir notre invité exceptionnel ce matin, le directeur adjoint pour l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne à la direction internationale du groupe industriel Alstom est en Guinée. Pascal Drouot a rencontré les autorités guinéennes hier à Conakry. La question posée par Bantanko, c'est très simple. La visite de l'ancien directeur des relations internationales et des affaires européennes de l'UMP s'inscrit dans quel cadre? C'est aussi simple que ça. Nous avons monsieur Pascal Drouot dans cette émission ce matin. Monsieur Drouot, bonjour et bienvenue chez les GG. Bonjour. Allez, bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour. Voilà. Allez-y, Bantanko. Voilà, donc on va dire qui est d'abord Pascal Drouot. Il faut rappeler qu'il est né le 3 juillet 1965 à Mont-de-Marsan, c'est en France. Il est directeur adjoint pour l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne à la direction internationale du groupe industriel Alstom. Il a été candidat aux élections législatives de juin 2012 dans la deuxième circonscription des Français établis hors de France. Il est investi par l'UMP et a obtenu 46,7% au second tour. Donc il a été aussi de septembre 2002 à mai 2006 directeur des relations internationales et des affaires européennes de l'UMP. Il était chargé des affaires étrangères du RPR, Rassemblement pour la République, de 1995 à 2002. Il est l'auteur du livre FARC Confession donc d'un guerriero publié en 2008 sur la Colombie. Et il a également été donc représentant de l'UMP, du RPR autant pour moi, donc dans plusieurs congrès politiques, notamment au Maroc, en Égypte, en Tunisie, le Mali, le Niger, Burkina Faso, j'en passe. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire autour de la personnalité, mais on va s'en tenir à ceci et voilà, donc il va nous donner ici l'objectif de sa visite à Conakry. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des couacs dans ce qu'il vient de décrire, monsieur Drouot?
Non, tout simplement, il faut comprendre les choses tout simplement. C'est que comme vous, quand on croit en certaines choses, on a envie d'inscrire une cohérence dans sa vie. Et quand je viens d'entendre ce que disait Bantanco, absolument, eh bien, c'est tout simplement le déroulé d'une vie, la vie d'un homme engagé qui croit en certaines valeurs, en effet, et qui essaie de participer tout simplement à ce qu'il fait. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, en effet, je suis industriel, c'est un honneur, parce que dans une vie, dans une vie où il y a un engagement citoyen, républicain, et j'ai entendu les débats forts, animés et passionnés de ce matin, eh bien, un passage dans le milieu économique, le secteur privé, est fondamental. On le voit bien aujourd'hui, à l'heure où la crise économique frappe la communauté internationale, où certains continents tirent la croissance, des continents nouveaux, je pense à l'Amérique latine et à l'Asie, tirent la croissance mondiale. Eh bien, il me paraît fondamental, si l'on veut travailler dans l'intérêt général et pour ses concitoyens, c'est en effet mon rêve, eh bien, il est fondamental de comprendre le monde de l'industrie, le monde du travail. Parce que je crois que c'est là. Vous voulez dire par là que peut-être le futur, c'est l'Afrique? J'y crois réellement. Ouais. Alors le futur est en partie l'Afrique. Ouais. Dans les 25 ans qui viennent, la population africaine va doubler. Ouais. 1,8 milliard d'habitants aujourd'hui sur le continent africain, 900 millions. En 2030, 2035, 1,8 milliard d'habitants. Est-ce que vous imaginez les besoins gigantesques qui vont être ceux du continent en matière d'énergie, en matière de traitement de l'eau, en matière de gestion urbaine? Justement. Et ma foi, Conakry, on est au cœur du sujet. Vous avez touché du doigt, en tout cas en ce qui concerne l'énergie, par exemple, parce qu'on a entendu pas mal de choses ces derniers temps. Votre arrivée en Guinée s'inscrit peut-être dans ce cadre. Est-ce pour apporter, en tout cas, votre savoir-faire en ce qui concerne l'énergie en Guinée-Conakry, Monsieur Doro? Oui. Alors vous allez enlever le mot peut-être, parce que je suis venu pour parler d'énergie. Ouais. À la demande du chef de l'État, Alpha Condé, qui est extrêmement engagé parce qu'il a une conscience forte des besoins de la population. Voilà. Il y a 2 ans et demi, le président a été élu sur un programme, sur une attente extrêmement forte. Moi, j'ai la chance de venir en Guinée depuis des années. Vous êtes un sorcier? Pardon? Vous êtes un sorcier? Non, mais je suis oui, parce que la question de l'énergie nous inquiète beaucoup. D'accord. Alors finalement, quel est le constat? Je suis très sensible au rôle que peuvent jouer les sages en Afrique. Voilà. Alors c'est une question, c'est une problématique. Pourquoi j'ai posé cette question? C'est de savoir comment vous allez y arriver, tout simplement. Oui. Vous savez très bien la Guinée, les déficits. Le bâton magique n'existe pas. Oui. Alors, écoutez, d'abord, oui, il y a un constat. Et aujourd'hui, nous sommes même, je dirais, dans l'urgence. Et peut-être devrais-je parfois dire dans la survie. Voilà. On est dans l'urgence aujourd'hui et il est extrêmement important de définir un plan d'urgence. Mais je parle dans les mois qui viennent. Le temps T, il a commencé hier. Lorsque j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président. Et comme je vous dis, il est quand même important de savoir que la conscience, elle est réelle. Et c'est vrai que pour une personne extérieure comme moi, qui a la chance en effet de venir en Guinée, mais qui voyage beaucoup dans le monde, oui, je connais la place de la Guinée dans cette partie de l'Afrique. Oui, je connais son potentiel. Tout le monde parle du potentiel gigantesque de la Guinée, 6 gigawatts sur le plan énergétique, un des pays au plus fort potentiel hydroélectrique. Mais je vois aussi la réalité, en tout cas, je parle pour Conakry, de Conakry. Ouais. Bon. Vous savez, quand vous parlez en fait de questions énergétiques en Guinée, personne ne vous croit avec l'investissement que le président a fait récemment. On a même limogé le coordinateur des EDG, Électricité de Guinée. On se demande, on se pose la question à savoir, vous venez avec quel bâton magique? Non, mais c'est pas un bâton magique. La question. Mais justement, alors, finalement, il n'y a pas de bâton magique, il y a de la méthode. La méthode. Alors parlez-nous de cette méthode. Et la méthode, eh bien, je vais vous dire, non, mais d'abord, c'est pas moi qui vais faire. C'est nous répondons à un besoin qui est défini par la personne légitime en Guinée. La personne légitime, il me semble-t-il, sur le plan politique, est élue aujourd'hui. Il y en a un, il s'appelle Alpha Condé. Bien. Bon, donc je parle à sa demande avec Alpha Condé. Voilà. Bon, et Alpha Condé, en effet, il est confronté à un plan d'urgence. Il est choqué, nous sommes tous choqués, la population est choquée qu'il y ait des délestages constamment. Bon, donc il faut en effet savoir où on en est. Pour cela, il y a
l'installation de ce qu'on appelle un dispatching qu'il va falloir faire dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Alstom, en effet, qui est un leader mondial en matière énergétique, a fait des propositions et va participer à l'appel d'offres en la matière. C'est une plateforme de coordination qui va permettre à l'instant T de savoir où il y a des manques en matière d'énergie pour essayer d'équilibrer avec le matériel que vous avez. Second élément de ce plan d'urgence, c'est de faire en sorte que le matériel existant, il lâche pas. Donc il faut déjà l'entretenir. Il faut que l'on soit là. Ça paraît très simple, mais c'est très compliqué. Faire en sorte que ce qui existe depuis 60 ans et qui n'a pas été forcément réhabilité, qui n'a pas forcément été maintenu en état, ne nous claque pas dans les doigts. Alors finalement, c'est tout à fait clair. Le plan que vous apportez, c'est un plan d'urgence qui consistera tout simplement à acheter des groupes électrogènes. Pas seulement, pas du tout, absolument pas. Le plan d'urgence, il va permettre d'avoir une vue immédiate de la situation, voire, parce qu'on ne le sait pas aujourd'hui, où il y a des manques dans la production d'énergie pour essayer d'alimenter tel quartier, etc., quand un autre a un service d'alimentation suffisant. Mais ce plan d'urgence qui est de tenter dans les 6 mois, va être accompagné en parallèle d'un renforcement du système existant. Alors, le renforcement du système existant, mais ce renforcement du système existant, là on n'est pas du tout dans la politique, vous savez. Je crois qu'il faut aussi non, mais on est dans essayer d'accompagner par des moyens d'infrastructure et avec les moyens que la Guinée a. Je veux dire, tout est lié. Les élections, puisque vous parliez des élections, moi je vous parle comme observateur extérieur, mais un homme engagé dans la vie politique de son pays. Les élections, elles sont fondamentales. Pourquoi ? Parce qu'elles vont conditionner l'appui de la communauté internationale sur le plan financier. Et qu'aujourd'hui, l'État, il n'a pas les moyens, bien évidemment, de relever ce qui a été abîmé depuis 50 ans. C'est ça la réalité. Vous venez de dire, si vous venez à remporter l'appel d'offres qui sera lancé, parce que vous avez dit que vous allez y souscrire, et dites-nous quels seront vos rapports avec EDG, parce qu'il y a une direction générale au niveau de cette électricité, cette Guinée de l'électricité. Mais heureusement que EDG existe, et heureusement qu'il y a des structures spécialisées avec des hommes compétents. Et quelles seront vos relations de travail ? Mais elles sont naturelles, elles seront au quotidien, parce que notre interlocuteur, notre client, c'est eux. Nous ne sommes que des fournisseurs d'équipements. Nous, on n'est pas le décideur. Qui décide en Guinée? Les Guinéens. Et qui décide pour les Guinéens? Leurs représentants. Et aujourd'hui, le représentant de la Guinée, excusez-moi, mais sur la place internationale, c'est le président de la République. Il y a autour de lui des structures techniques qui ont chacune une vocation technique. En l'occurrence, électricité de Guinée, puisqu'on parle d'électricité de Guinée, c'est notre interlocuteur. Point. Bon, rassurez-nous tout de suite, parce que vous avez dit tout de suite l'appel d'offres. Merci de marquer surtout ce passage, parce que en Guinée, souvent, on a tendance à... Vous avez dit que c'est le président qui vous a appelé. Tout de suite, un citoyen lambda qui vous appelle. On sait très bien comment ça se passe dans le pays. C'est quoi? C'est un marché gré à gré. On vous a demandé quel est le plan d'urgence, qu'est-ce que vous allez mettre en place tout de suite. Beaucoup de difficultés à répondre à la question, parce qu'on sait qu'il y a déjà démarrer certains projets ici en Guinée, notamment le projet Caleta. Beaucoup de millions d'euros ont été investis dans ce sens. Comment vous allez y arriver? Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Non, mais il faut pas tout mélanger. Je ne mélange rien du tout. Caleta, c'est les Chinois. Ouais. Bon, moi, je suis Alstom. D'accord? Moi, je parle pas de nouvelles centrales. Moi, je vous parle d'un plan d'urgence qui va permettre de faire un point de situation. Qui va permettre d'anticiper des problèmes, qui va permettre d'outiller les personnels. Ça veut dire quoi, outiller les personnels? Ça veut dire participer de la formation des personnels techniques. Donc ne démantelons pas. En amont, vous allez travailler ou pas du tout avec les Chinois, en amont? Parce que le barrage, ça va pas servir pour un autre pays, c'est pour la Guinée. Certes, mais la question ne se pose pas du tout en ces termes. Je comprends bien ce on que parle vous dites. d'énergie. Oui, mais il y a une urgence vous avez déjà. Donc et c'est votre professionnalisme de journaliste évidemment et cela vous honore. Mais moi je réponds comme industriel bien sûr. Avec une approche purement technique. D'accord. Caleta, c'est Caleta. Par contre, là où en effet nous pourrions apporter notre savoir-faire, c'est dans le transport de l'énergie, de la production d'électricité à Caleta aux consommateurs et à la radio espace. Alors, voilà. Là, oui, en effet. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'entends bien ce que vous dites, mais
comprenez aussi que un projet industriel, il est d'ordre technique, il essaie de s'inscrire dans une cohérence, dans une complémentarité technique pour satisfaire la feuille de route qui est fixée par le client. Alors quelle est la garantie aujourd'hui que Alstom donne à la Guinée ou encore au président de la République face à ce projet d'urgence? Quelles sont les garanties? La garantie, c'est que Pascal Drouot, il est aujourd'hui dans le siège Espace et que en quelques jours, il est venu avec une équipe pour réfléchir. On n'est pas là pour faire n'importe quoi. On va pas faire un feu d'artifice pour amuser la population pendant 48 secondes. Il s'agit de s'inscrire dans la durée, de redonner dans un plan d'ensemble qui relève des autorités guinéennes, de redonner une cohérence en matière d'infrastructure sur des besoins immédiats et notamment le besoin de l'électricité qui est un sujet qui touche en fait un sujet éminemment social et donc en effet, je vous rejoins, politique. Voilà, bien dit. Allez, on marque une petite pause, mesdames et messieurs, du côté de la réclame. Dans un instant, on revient avec notre invité exceptionnel, Pascal Drouot, directeur adjoint d'Alstom en Guinée. Eh oui, on s'intéresse à l'énergie. Ça vous intéresse aussi, vous, téléspectateurs. Dans un instant, on vous retrouve. Jour J-5. Le derby ASK Oroya. Ou le choc des titans. Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ahmed Kamara, Ibrahima Bantakoba, Abdourahmane Diallo, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Liberté de temps sur Radio Espace, tous les matins à partir de 9h. Vous nous écoutez chez vous, merci de votre fidélité. Invité exceptionnel chez les GG ce matin, monsieur Pascal Drouot, directeur adjoint d'Alstom. On va continuer le débat avec notre invité ce matin, mon cher Bantanko. Oui, monsieur Drouot, on parlait effectivement d'énergie. Vous êtes là dans le cadre d'un plan d'urgence. Dites-nous, parce que tout simplement avant de venir là, vous avez essayé quand même de prospecter le terrain. Aujourd'hui, paradoxalement, la Guinée n'a pas le courant. Quel est le véritable problème? Pourquoi on ne peut pas avoir le courant, notamment à Conakry? Il y a au moins deux problèmes. Celui de la réhabilitation des centrales existantes, qui fonctionnent avec des matériels qui ont 40 ans d'âge et qu'il faut entretenir régulièrement. Donc il faut les réhabiliter, d'une part. Et d'autre part, en effet, il va falloir répondre au défi de la création de nouvelles centrales, alors même que la Guinée est un Éden en matière de potentiel hydroélectrique. Hein, c'est un Éden mondial, la Guinée. D'accord. Ceci étant, le problème, c'est évidemment l'accès au financement. C'est toujours la même chose. La solution technique, elle existe. Mais il faut pouvoir le financer. Alors, ce sont des matériels qui coûtent cher. Non, l'accès au financement, peut-être que vous savez pas trop en Guinée, mais c'est comme Lamine le disait tout de suite, c'est un secteur où il y a eu quand même assez de fonds dans ce cadre. Alors quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Selon vos constats, qu'est-ce qu'on peut retenir? Les équipements qui sont sur place en ce moment. Nous sommes sur un secteur, moi je vous parle de ce que je sais pour Alstom. Vous faites allusion à des choses que je ne sais pas à quoi vous faites allusion, donc je peux pas parler. Mais sur ce que je sais, ce sont des matériels de haute technologie. Il parle d'infrastructures sur le terrain. Vous avez dit tout de suite que les infrastructures que nous avons ici en Guinée sont vétustes. Donc il parle un petit peu dans ce sens-là. Et comme Moussa Moïse le disait tout de suite, c'est pas par coup de baguette magique. On va venir. On sait bien que Alstom c'est une référence sur le plan mondial. Est-ce que vous n'avez pas constaté que c'est la gestion, c'est-à-dire les ressources humaines effectivement qui a manqué, parce que en Guinée on a appris qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans le cadre, dans le secteur. Je vais vous dire, vous soulevez des sujets qui dépassent largement la problématique d'une entreprise, fût-elle internationale comme Alstom. Vous faites allusion au problème de la formation. Faites allusion au problème, là maintenant, c'est le problème de la vétusté de matériel. Effectivement. Vous faites allusion à la problématique du financement. L'accès aux crédits internationaux. Pour pouvoir financer des projets importants. Quand on parle d'une centrale de 240 mégawatts comme celle de Caleta, ce sont des centaines de millions d'euros qu'il faut financer. Est-ce que la Guinée peut, sur fonds propres, le faire aujourd'hui? On connaît la réponse. Et pour pouvoir avoir accès à un financement multinational, international, des organismes multilatéraux, d'accord, et pour autant, il faut aussi rembourser la dette. Bon, il faut là aussi, pour pouvoir avoir donc accès à cela, pour des projets structurants, pour la Guinée, il faut montrer aussi un pays stable. Tout est lié. C'est bien pourquoi, en partant juste de la problématique de la formation,
quand vous prononcez ce mot, c'est un monde qui s'ouvre et qui est à la hauteur de la problématique générale de la Guinée, où il faut rebâtir à la fois l'État, alors même que les missions d'aujourd'hui illustrent la force d'engagement de jeunes, des journalistes, le débat démocratique en Guinée. Je veux dire, on a ici, moi depuis que j'ai l'honneur d'être dans vos studios depuis 1 heure, c'est une image de la vie démocratique de la Guinée extraordinaire que vous renvoyez. Bon, mais ce débat démocratique, s'il pouvait s'inscrire dans un pays où, en effet, les infrastructures permettaient de simplifier la vie au quotidien, hein, moi j'ai mis 1h30 pour arriver au studio ce matin, parce que les camions bougent, parce qu'ils font leur travail aussi, les pauvres. Mais voilà, la route est dans un état désastreux, etc. Donc il faut définir des plans. Puisque vous nous envoyez sur le terrain politique, je vais poser une dernière question sur l'énergie, si vous le permettez. Et je vais revenir, M. Bruce, sur cette question d'appel d'offres auquel vous allez participer. Moi, je vous sens confiant. Quant à peut-être à l'issue de cet appel d'offres, est-ce qu'on peut dire que vous bénéficiez de l'onction du palais Sékou Touré? Mais non, mais vous savez très bien que d'abord, parler d'appel d'offres, c'est formidable. Ça veut dire que tout le monde peut concourir. Non, mais c'est ça que ça veut dire. Oui, mais est-ce que... non, mais monsieur... Est-ce qu'on ne sent pas la main du palais Sékou Touré derrière Alstom en Guinée dans cet appel d'offres? C'est une question. Bien, vous avez dans l'absolu raison, mais les faits, ça se passe pas comme ça. Quand il y a un appel d'offres qui est lancé, ça veut dire que vous êtes plusieurs à concourir. Après, ça va être le meilleur qui doit gagner. Le meilleur en termes... Non, mais ça, c'est les règles internationales. On le sait très bien, M. Dro. S'il pose la question, c'est que la réalité est là. Si vous êtes fait appeler par le président de la République, qu'est-ce qu'on peut dire exactement là-dessus? Oui, ce sont nos petits amis. Est-ce que, à votre connaissance... C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Oui, est-ce que, à votre connaissance, le président a déjà fait appel à d'autres aussi, donc industriels, qui pourraient vous concurrencer? D'abord, qu'un chef d'État... Parce qu'on parle quand même d'un chef d'État. Évidemment. Bon, qu'un chef d'État veuille aller au cœur de la problématique et envie d'avoir une approche technique qui l'aide à comprendre le défi et à pouvoir répondre au mieux à la demande. Quand il va falloir fixer un cahier de charges, il faut s'en féliciter. Vous ne croyez pas? Oui, on n'incrimine pas. Eh bien, je suis certain que le président reçoit énormément de monde, déjà ne serait-ce que pour s'informer et pour comprendre. Parce que nous faisons tous partie ici des personnes qui considèrent qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et qu'on en apprend à tout moment de la vie. Bon, j'ai la chance de circuler sur plusieurs continents. J'ai eu la chance ces derniers jours d'aller à Bamako. Qu'est-ce que j'ai fait à Bamako? J'ai évidemment été salué du Yokunda Traoré. Parce que j'ai le respect pour le pays dans lequel je me retrouve, parce que en effet, il y a, vous l'avez souligné en introduction, j'ai un parcours personnel particulier, c'est vrai, qui m'a permis de connaître plusieurs univers, l'univers politique, journalistique, industriel et d'autres encore, et que tout cela fait qu'il y a eu des rencontres, et que ces rencontres permettent d'établir un échange crédible, parce que fondé sur un minimum de confiance. Donc pour l'instant, à l'instant T, il n'y a aucune garantie quelque part que c'est Alstom peut-être qui va remporter ce marché, en tout cas s'il y a l'appel d'offres. Évidemment. Voilà. Alors moi je veux qu'on tourne cette page industrielle. C'est vrai, vous êtes dans le cadre industriel en Guinée, mais entre ce monde économique et celui politique, il n'y a qu'un petit pont, il n'y a pas de cloison étanche, à mon avis, oui, parce que tout simplement, si ça ne va pas dans le monde politique, ça n'ira pas dans le monde politique, dans le monde économique, je veux dire. Donc, vous avez été parlementaire, vous avez une énorme expérience pour avoir été conseiller de certaines personnalités. Entre autres, Nicolas Sarkozy. Dites-nous, aujourd'hui, nous n'avons, Jacques Chirac, je pense, nous n'avons pas d'Assemblée nationale. Cela fait très longtemps, ça fait maintenant, depuis 2008, nous n'avons pas d'Assemblée nationale. Vous, de l'autre côté, quelle est la perception que vous avez de cela? Est-ce que nous ne sommes pas au carrefour de tous les dangers, un pays qui veut être démocratique, qui n'a pas ce pilier aussi important de la démocratie, monsieur? Aujourd'hui, la Guinée, elle vit dans une transition. Dans une transition politique. Mais, je dirais même, dans une transition économique et forcément sociale. La transition elle a été ouverte il y a 2 ans et demi par les élections présidentielles, qui ont vu Alpha Condé être élu président de la République. En effet, il va falloir avancer et sortir à un moment donné de la transition. La transition, ça veut dire quoi? La transition, ça veut dire éphémère.
Donc il va falloir sortir de l'éphémère si on veut aller dans du dur, dans le structurant, et envisager l'avenir de la Guinée. Donc forcément, ça passe aussi par des élections crédibles, mais des élections stables. Et les élections législatives, elles vont donner un parlement qui va représenter le peuple. Bon. Donc il faut absolument que ces élections illustrent la volonté populaire et qu'elles se tiennent. Alors, en plus derrière, comme je le disais, mais je le dis de manière toute simple parce que vous le savez beaucoup mieux que moi je n'ai qu'un regard absolument extérieur, mais ces élections-là, elles sont extrêmement importantes aux yeux de la communauté internationale parce qu'elles vont montrer que la Guinée, en effet, répond aux défis de la transition, veut avancer, que chacun est dans son rôle. Le chef de l'État et le président de la République, le Parlement remplira ses devoirs en matière de législatif. Il y aura un exécutif, il y a un exécutif, il faut qu'il y ait un législatif. Bon, mais au niveau de la communauté internationale, cela veut dire que la Guinée va avancer et donc il va y avoir en plus des déblocages de fonds identifiés pour des projets. Alors aujourd'hui, on voit la situation politique. Comme on le dit, l'argent n'aime pas le bruit. Et vous êtes aujourd'hui industriel et vous voulez donc vous engager en Guinée. Est-ce que vous n'avez pas peur, sincèrement? Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Non. Monsieur Pascal Dro, il faut le rappeler, un directeur adjoint d'Alstom, voilà, dans le GG, invité exceptionnel ce matin à Bantanko. Voilà, Monsieur Dro, nous savons que les élections sont hyper importantes, plus que d'abord qu'on ne peut l'imaginer, mais la qualité de ces élections aussi, elle est effectivement plus importante. Alors, vous avez été député des Français établi hors de la France. Aujourd'hui, l'une des questions fondamentales de la revendication de l'opposition ici, c'est le vote des Guinéens de l'étranger. Pensez-vous qu'il est normal de faire une assemblée qui exclut les Guinéens de l'étranger? Bon, moi, je peux pas répondre étant d'abord en terre amie, étant étranger. Je peux pas répondre sur le fond à cette forme de question. Par contre, je pense que la communauté nationale d'un pays et de quelques pays que ce soit, donc la Guinée, intègre aussi bien évidemment vos compatriotes qui vivent à l'étranger et qui ont, je pense, un regard, une expérience à apporter aux compatriotes de métropole, si je dois parler comme ça. Alors, on va s'intéresser, peut-être Moussa Moïse disait tout de suite, quand je dis que vous étiez conseiller de Nicolas Sarkozy, à l'époque, donc c'est plutôt Jacques Chirac. Oui. Voilà. Pour vous, qu'est-ce qu'un bon conseiller, Monsieur Dro? C'est quelqu'un que l'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Mais qui et qui évidemment essaie d'avoir une approche précise, la plus objective, pour répondre à une demande de juste technique de compréhension de l'autorité, du décideur. Mais le conseiller, par définition, il n'existe pas. Alors nous avons un chef de l'État que nous aimons beaucoup, le président de la République, mais il a une myriade de conseillers, on n'arrive pas à comprendre. Vous, quand vous étiez conseiller de Jacques Chirac, il y en avait autant chez vous? Oui. Mais moi je comprends très bien. Oui. Ça veut dire qu'il veut justement. D'ailleurs, la Guinée a des problématiques tellement variées qu'il faut qu'il s'entoure. Là, ça devient difficile. S'il faut avoir un conseiller en eau, un conseiller en électricité, un conseiller en bâtiment, ça. Je vais vous dire, quand je me promène à Conakry. Et que je vois en effet la problématique, notamment en matière d'assainissement des eaux. Le tout à l'égout, je ne le vois pas beaucoup fonctionner, par exemple. Et toutes les incidences en matière de protection de l'environnement. Je pense en effet qu'il faut avoir un regard très précis, très technique sur ce sujet-là, notamment sur le sujet les routes, bien sûr, le traitement des déchets. Vous croyez que c'est pas un problème à Conakry, le traitement des déchets? Bien sûr que c'est un problème. Bon, il faut y réfléchir et mettre sur pied. Mais oui. La question que Moussa Moïse a posée, c'est quoi exactement? Avoir une pléthore de conseillers du côté de la présidence. Vous l'avez dit tout de suite, un conseiller, on ne le voit pas. Sa question, ce que l'on doit voir, ce sont les décisions qui sont prises. Mais les décisions qui sont prises dans un pays où il n'y a pas d'Assemblée nationale, c'est difficile pour les mettre en application. Parce que votre débat, qui est extrêmement intéressant, il montre bien que vous voulez de l'impartialité et vous ne voulez pas des conflits d'intérêts, justement. Mais dans un pays où la seule autorité aujourd'hui légitime est le chef de l'État, et donc où le corps n'a pas encore ses bras et ses jambes, il manque l'Assemblée nationale, il manque une représentation nationale qui va valider les décisions.
comment voulez-vous faire? C'est de ça dont on parle. C'est ça la réalité. Oui. Monsieur Pascal, vous êtes de l'UMP et nous savons que le professeur Alpha Condé, il est socialiste. Aujourd'hui, vous venez travailler avec l'homme, il faut le dire, presque votre adversaire, parce que il avait même dit lors de l'élection de François Hollande qu'il dormirait maintenant mieux. Alors, comment cela se passe? Est-ce que dans les regards, vous êtes au moins regardé de façon adverse? Je vais vous dire, Alpha Condé, c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un homme qui a une grande expérience. Et je vais vous dire un petit secret, c'est un homme que je connais depuis 15 ans. Voilà. Et pourquoi? Parce que nous sommes mus, chacun dans nos rôles, chacun dans nos fonctions, mus par le sens de l'intérêt général. Voilà. Moi, je suis français. Mais c'est vrai que la frontière sud de la France, c'est l'Afrique. L'Afrique, d'une part. L'Afrique... Le Maghreb. Le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Oui. Enfin, on ne peut pas rayer d'un mot le passé tout de même. Bien. Moi, je suis avant tout un gaulliste. J'ai conscience de ce qui s'est passé durant le XXe siècle, du sacrifice des Africains pour la France libre. Et la France libre qui a permis la libération, qui a permis la victoire des Alliés en 44, en 45. Moi, je n'oublie pas qu'il y a des tirailleurs sénégalais, des Africains enterrés dans les Vosges. Dans les Vosges. Bon, ça fait partie de mon identité, justement. Ça fait partie de ma fierté. Et de la responsabilité qui est la nôtre envers le continent africain. Enfin, nous sommes aussi des partenaires. Je veux dire, c'est une relation qui doit être naturelle, absolue. Vous savez, je vais beaucoup en Amérique latine. En Amérique latine, on parle pas de la France, mais on parle de la relation avec les États-Unis. D'accord. Vous avez certainement beaucoup de connaissances des bruits des couloirs de l'Élysée. Il y a aussi des couloirs là-bas, oui, tout à fait. Donc je pense que, quand même, quelle est la perception qu'ils ont de la Guinée aujourd'hui? Nous ne recevons pas de grands émissaires. Le président François Hollande... La Guinée non, c'est important parce que tout simplement on se dit quoi, la politique française a changé sous François Hollande. Il dit que la France-Afrique c'est enterré, mais nous savons très bien que ce qui n'est pas dit, c'est qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se trament en bas. Est-ce que de l'autre côté, on a envie, parce qu'on ne reçoit pas beaucoup d'émissaires en Guinée. En tout cas, la France n'est pas un exemple pour la Guinée aujourd'hui, avec le cas Cahuzac entre autres. Les politiques, c'est des salopards, Moussa, on le sait très bien. Attendez, attendez que je pose cette question. C'est quoi leur perception de ce pays qui n'a pas d'Assemblée nationale? Est-ce que c'est cela qui explique qu'on ne reçoive pas de grands émissaires, le président français qui ne vient pas, on ne reçoit pas pratiquement, sauf de petits, de grandes personnalités, mais entre guillemets de la Manoriva Union, de nos. Posez votre question, Moussa. Je pose cette question parce que tout simplement, j'ai envie de comprendre, c'est quoi la perception qu'ils ont de ce pays. Il n'y a pas de problème, c'est bien posé. Allez-y, monsieur Douro. Moussa, cette question qui concerne l'État français, vous la poserez à l'ambassadeur de France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous allons d'ailleurs ce que je peux vous dire, c'est que la France prend ses responsabilités comme nous venons de le voir au Mali, où, à la demande des autorités maliennes, la France est intervenue militairement. Je rappelle juste qu'il y a quand même eu 5 soldats français qui sont tombés sur le champ d'honneur, qui sont tombés sur le sol malien, pour que nous puissions justement avoir des débats aussi ouverts. Je vous rappelle quand même, moi je vais depuis des années à Mopti, Bandiagara, tout ça, je connais par cœur. J'arrive de Bamako d'ailleurs. Je vous assure que la France n'intervenait pas à la demande de nos amis maliens. Eh bien, AQMI était à Bamako sans aucun problème. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet de l'émission, s'il n'y avait pas quelqu'un d'AQMI devant la porte, ça serait à quelle heure on s'en va, Voilà. On va rester justement dans ce cas donc des relations internationales, puisque c'est dans votre domaine aussi. Alors, dites-nous aujourd'hui comment sont les relations, surtout avec la France, c'est-à-dire cette politique à l'étranger. Nous savons que déjà il y a eu une attaque aujourd'hui à l'ambassade à Tripoli. Alors, à votre avis, comment se porte cette relation? Vous savez, oui, la France, merci de la question. Oui, il y a eu en effet un attentat violent à voiture piégée devant l'ambassade de France ce matin à Tripoli. Et évidemment, vous me permettez d'ailleurs d'exprimer ma solidarité pour les agents de l'ambassade de France et évidemment les gardes qui sont blessés et pour la population qui est autour de l'ambassade. Cela illustre le fait que la France est sur le front, mais nous sommes tous sur le front, parce que ce qui est au-delà du pays qui est en question, c'est la liberté. Et ce sont nos valeurs. Donc nous sommes tous concernés.
Et il ne faut pas se fourvoyer dans ça. Nous sommes tous concernés. D'ailleurs, quand je vois l'intervention brave, courageuse des soldats à la demande des chefs d'État de la CEDEAO, je vois bien que cette importance, ce partenariat, cette conjonction d'intérêts pour la liberté, elle est partagée par tous. Ouais. Donc c'est de cela dont il s'agit. Et tout ce que vous dites, vous savez, j'étais en Haïti il y a pas longtemps. À Port-au-Prince, et on me posait les mêmes questions en faisant un parallèle avec l'Afghanistan. Et moi j'ai toujours dit, je suis très fier de ce que la France a fait en Afghanistan. Et nous étions en plus sur les vrais théâtres d'opération, dans la Kapisa et à Sourobi, là où des dizaines de soldats français ont été tués en opération, et certains avec dans des conditions en plus terribles. Voilà, Monsieur Drouot, peut-être la dernière question, c'est cette histoire de Jérôme Cahuzac. Nous avons entendu en tout cas beaucoup de propos de l'UMP qui demandait à ce que Jean-Marc Ayrault démissionne, et qu'il disait que est-ce que vous pensez que l'attitude de Jérôme Cahuzac peut incriminer tout le gouvernement français? Moi je pense que cette affaire extrêmement malheureuse en tout cas est un accélérateur dans la recherche de la transparence des patrimoines. Vous savez, oui, enfin, il faut pas non plus tout mélanger. Je veux dire, vous pouvez très bien entamer votre carrière politique à 65 ans, et donc vous avez légitimement un patrimoine si vous avez travaillé toute votre vie. Je veux dire, c'est pas parce que vous êtes en patrimoine que vous êtes un voleur. Je veux dire, vous avez un patrimoine parce que vous avez travaillé. Moi, je fais partie de ceux qui veulent valoriser la notion du travail. Bon, voilà. Ce qui est en question, c'est pas le patrimoine. Ce qui est en question, c'est évidemment l'absence de conflit d'intérêts, la transparence et l'honnêteté. Mais je vous assure que la très grande majorité de la classe politique, elle est honnête. Elle se consacre à l'essentiel. Mais en effet, même si les derniers sondages contredisent ce que vous dites en ce qui concerne aujourd'hui la confiance des Français. Mais ça, c'est un autre problème. C'est la perception qui est faite. Mais c'est normal. Quand du matin au soir, pendant des semaines, on vous dit c'est tous des pourris, il est évident qu'au bout d'un moment, vous vous dites oui, c'est sûrement vrai. Bon, donc c'est vrai que on entre dans une nouvelle étape, un nouveau temps, et après tout, il faut s'en féliciter. Plus de transparence, c'est plus de démocratie, mais attention aussi à pas tout mélanger. C'était pas une opération m'as-tu vu. On sait quels sont ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres dans le gouvernement. Est-ce que François Hollande a vraiment mûri cette réflexion? Le plus riche est Fabius. Oui, Laurent Fabius. Écoutez, moi, je ne me fie que à ce que je lis dans la presse. Voilà. C'est pas un acteur actif en ce moment. C'est bien cela. Voilà. Le plus riche du gouvernement guinéen. Mais je le connais. C'est qui? Non. Il n'y a pas de souci. Monsieur Drouot, qu'est-ce qui n'a pas été dit dans cet entretien? De toute façon, il va rester avec nous parce que nous parlons donc des 72 heures de libre. Oui, mais là on est pris par le temps, donc il faut qu'on rende l'antenne. Je suis désolé. Non, on ne peut pas l'avoir malheureusement sur téléphone. En tout cas, beaucoup n'a été dit parce que ça a été dit avec le cœur. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission, Monsieur Drouot. Merci. Allez, à très bientôt dans cette émission Pourquoi parler GG. On en a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Merci à vous qui nous écoutez à l'étranger via cette Radio Indiana. Vous nous écoutez aussi du côté de Kindia à travers la radio Sabou, mais aussi cette radio qui s'appelle Kanyazik, c'est bien cela. Passez une excellente soirée sur Gangan. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Au revoir. C'était les grandes gueules sur Radio Espace avec le groupe SDF à travers les produits Magic Malt, Beurre Goldina, Spaghetti Golda, lait Incolac, Cola Kao, Foscao, XL Énergie américain. Le groupe SDF, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. Trouvaille Radio Espace. Sur la toile, vous recherchez des infos fiables et équilibrées sur la Guinée? Nous vous conseillons newsinfoafrique.com, guinée7.com, guinéetime.com, mediaguinée.com, kibarou.com ou encore galani.com. Des sites de référence sur l'information fiable et équilibrée sur la Guinée. Ne vous trompez plus. Ne vous trompez plus. L'actu guinéenne, c'est leur spécialité. Décideurs, promoteurs, ONG, commanditaires, associez votre image au site de référence conseillé par Radio Espace. Ayez le réflexe juste. Ça se passe en Guinée. C'est directement sur guinée7.com, guinéetime.com, mediaguinée.com, kibarou.com ou encore galani.com. Internautement vôtre, en un seul clic, et la Guinée est à vous.